Hello les amis, bienvenue sur QP Pharma. Vidéo en collaboration avec RT2I qui sont les premiers parrains de la chaîne QP Pharma. Ils nous ont offert tout un pack son pour améliorer la qualité sonore de nos vidéos. Donc gros merci à eux. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas d'erreur humaine lors des IPC de remplissage? Et oui, pourquoi je dis ça? Ce sont des erreurs de méthode, ce ne sont pas des erreurs humaines. Les opérateurs subissent beaucoup de perturbations sur les lignes. La machine qui peut s'arrêter, les allers-retours dans le dossier de l'eau, le manager qui appelle pour savoir pourquoi est-ce que la ligne s'est arrêtée depuis 5 minutes. Et donc c'est à partir de là qu'ils peuvent faire des erreurs. Ce sont des erreurs de méthode. Notre partenaire RT2I propose une solution, QualiCheck. C'est quoi QualiCheck? C'est un logiciel QualiCheck qui va pouvoir digitaliser tous les contrôles nécessitant l'humain. Les données seront fiables à 100% parce que les données vont aller directement de la balance jusqu'au logiciel QualiCheck. Et oui, c'est la fin des tickets de pesée. Les statuts des IPC conformes ou des IPC non conformes seront très facilement visibles grâce à un système de couleurs. Mais ce n'est pas tout. Et oui, RT2I, ils en ont sous le coude. La conduite de la remplisseuse va être fortement simplifiée grâce au tableau de bord et grâce à un système de couleurs. Les opérateurs vont voir les IPC à faire, les IPC en retard ou les IPC à venir. Autre avantage, le rapport généré sera très facilement vérifiable. Les valeurs non conformes apparaîtront en rouge et les commentaires seront en fin du rapport avec une pastille bleue avec la ligne du contrôle correspondante. Si vous voulez plus d'informations sur RT2I et sur le logiciel QualiCheck, vous allez directement sur leur site internet et vous pouvez demander une démo. A tout de suite dans le live ou sur YouTube. Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà de retour sur le Discord pour des raisons basiques de Covid. De mon côté, du côté de Ludo aussi, on sera chez nous, chacun chez soi aujourd'hui. Donc via Discord. Bon, ça ne change rien, hein, comme d'habitude. Vous connaissez notre façon de fonctionner, et aussi pour des raisons de distance pour d'autres, hein, finalement, puisque notre invité qui est notre tonton Fred et son entreprise qui s'appelle RT2I. Et donc un grand bonjour à toi, Fred. Comment ça va? Mais ça va bien, bonjour à tout le monde, bonjour à QP Pharma, et puis impatient de faire mon premier live avec vous. Alors oui, impatient, moi aussi impatient. On va parler d'un sujet qu'on n'a pas du tout abordé jusqu'à maintenant, qu'on a effleuré de très très loin quand on a parlé des bases de l'environnement, etc., autour des bases de l'assurance de stérilité ou de la microbio, mais c'était vraiment touché de très très loin. Et là, on va parler de quelque chose qui est donc ta spécialité. Et plus que ta spécialité, on va dire, c'est carrément ton dada depuis toute ta carrière, ou quasiment, euh, Quasiment. qui est le monitoring particulier. Et là, vous allez voir les loulous dans le chat, on va aller voir depuis le début du monitoring particulier dans les textes et depuis le début du fonctionnement de ce système de contrôle. Voilà en gros de quoi on va parler aujourd'hui. Monsieur Fred, est-ce que tu peux nous dire, je vais te poser la question traditionnelle, qui es-tu Fred? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Bon, faut remonter, ce que je fais dans la vie, il faut remonter un petit peu loin, il faut remonter au début des années 90. Il faut situer les années 90, c'est une époque où on n'avait pas d'ordinateur à la maison. Les premiers PC sont sortis dans les années 80, donc début des années 90, ça faisait à peine 10 ans que des ordinateurs individuels existaient. Il n'y a pas de Et net? comment? Ah non, pas d'internet. Et donc moi, étant informaticien de formation, je bossais pour une grosse boîte de clim, et je travaillais sur de la GTC, donc la gestion technique du bâtiment, des systèmes informatiques, électroniques informatiques, pour suivre essentiellement les températures dans les bâtiments de bureaux, pour le confort des utilisateurs. Les gars ont commencé à me dire, mais attends, ce que tu fais toi pour la GTC là dans le bâtiment tertiaire, ne pourrait pas s'appliquer dans nos salles blanches. On a besoin de faire non plus des réglages de température, mais plutôt du suivi de différents paramètres d'environnement, des pressions, des températures, des choses comme ça. Et ça a commencé comme ça. À l'époque, paramètres essentiels qui étaient suivis dans une salle blanche, c'était les pressions, les delta P. Sauf que c'était fait avec des manomètres à colonne d'eau, donc les blocs en plexi avec le petit tube et le liquide rouge qui monte dedans. Oui, et donc à cette époque-là, tous les contrôles d'environnement se faisaient de manière manuelle. C'était un opérateur qui, plusieurs fois par jour, allait vérifier que les pressions étaient bonnes. Une fois dans la journée ou dans la semaine, allait vérifier, allait faire des mesures de comptage particulières. Et donc, on a créé un logiciel qui s'appelle Calitrace, qui est la marque qu'on utilise toujours aujourd'hui,
qui faisait ça en automatique, donc qui suivait notamment les pressions en continu, 24/24, qui les enregistrait, qui déclenchait les alarmes. Enfin, ce qu'on connaît aujourd'hui qui nous paraît banal, à l'époque, ça n'existait pas. Donc ça, c'était en 1995. Caïtra, c'était le premier EMS finalement, français en tout cas. Puis assez rapidement, des pressions, on est passé au comptage particulaire. Donc là, l'idée, ça a été de remplacer les gros compteurs portables que les opérateurs rentraient dans les zones ponctuellement pour faire des contrôles par des petits compteurs installés à poste fixe et qui faisaient du comptage en continu. Et donc, ben voilà, on venait d'inventer le monitoring particulaire. Oui, parce que du coup, à l'époque, ça veut dire que dans les classes A, c'est pour, j'enfonce encore une fois des portes ouvertes, mais on n'avait pas ce monitoring particulier en continu qu'on a maintenant qui paraît, enfin, qui paraît obligatoire, qui est obligatoire et qui paraît évident. C'est-à-dire que même dans les classes A, les environnements les plus critiques et les plus stériles, on avait un monitoring qui était à périodicité fixe, quoi. Mais en fait, il y a encore un peu des traces de ça dans les textes, hein. C'est qu'en fait, on faisait des contrôles hors activité. Oui. Et on se basait sur ce contrôle hors activité pour justifier qu'en activité, si c'est bon hors activité et qu'en activité, les opérateurs respectent la gestuelle, l'habillage, etc., ben, c'est que sans doute on serait bon en activité. Mais on n'allait pas réellement le vérifier. Ouais, ouais. Non, mais c'est super intéressant parce que ça, je pense que, des fois, on a peut-être même tendance à l'oublier et de se dire, on regarde plus les courbes de particules que la gestuelle des opérateurs et cetera. Mais se dire, à l'époque, les produits n'étaient pas moins stériles que maintenant. Après, l'avantage du monitoring particulier, par rapport à son historique, c'est que ce qu'il a apporté, c'est que ça nous permet maintenant, nous, producteurs et AQ, de savoir très vite s'il se passe quelque chose. Parce que quand on fait du stérile, le gros problème, c'est quoi? C'est que les contrôles, on a les résultats plusieurs jours après. En même temps, ça a été la naissance de l'AQ, hein, de l'assurance qualité. En fait, à cette époque-là, on parlait de contrôle qualité plus que d'assurance qualité. Et à partir du moment où on a été capable de suivre ce qui se passait quasiment en temps réel, on a pu parler d'assurance qualité, prendre toutes les précautions dès la source, dès la base, pour que à la fin, on n'ait pas de surprise sur le produit. Et pour éliminer les non-conformités au plus tôt. Il est bien clair qu'une fois que l'ampoule elle est remplie, elle est blistérée, elle est dans la boîte avec la notice, la vignette et tout, si là, tu t'aperçois que c'est pas bon, tu as des géloses qui poussent, que tu mets ça à la poubelle, les pertes financières, elles sont énormes. Alors que si tu sais de suite que là, le comptage particulier te met en évidence que de toute façon, il y a de fortes chances pour que ce soit pas bon, soit tu vires tout ce qu'il y a sur la ligne immédiatement, soit tu mets un peu en quarantaine le temps d'en savoir plus avec la microbio. Mais voilà, ça permet de l'assurance qualité. Ouais. Je vais faire le lien pour expliquer un petit peu dans le chat aussi. C'est quoi le lien entre monitoring particulier? Parce que c'est quoi? C'est des particules non viables. Des particules non viables, c'est pas très grave. Faut pas qu'il y en ait des masses, mais c'est pas très grave. On n'est pas dans l'injectable sur des industries au top du grade type électronique, où là, la poussière elle peut avoir un énorme impact. Nous, notre problème, ça va être les micro-organismes, les germes, qui sont des particules viables. Donc, pourquoi est-ce que le monitoring particulier, donc les particules non viables, va être intéressant? Parce que, je ne sais pas si vous avez ce chiffre-là, 75% des germes dans un bloc opératoire, pour illustrer, sont sur une particule. Donc la majorité des germes qui se baladent dans l'air, qui se baladent dans un bloc opératoire, parce que c'est une étude qui avait été faite dans un bloc opératoire, sont portés par des particules. Donc, si on maîtrise les particules, on va maîtriser la propagation et la dissémination des micro-organismes. Et donc, du coup, le monitoring particulier a l'énorme avantage de nous donner une valeur instantanée, contrairement au contrôle microbiologique. Et du coup, il est un indice d'un potentiel problème surligne dans la maîtrise de l'environnement aseptique. Ça veut pas dire, parce que j'ai des particules, j'ai des germes et j'ai de la pollution. Parce qu'on a des particules intrinsèques aussi au process. Typiquement, une pompe d'une machine de remplissage génère des particules. Un bol de joint de piston, un rail de joint de piston génère énormément de particules.
Surtout qu'il vibre lui en plus, quoi. Donc là, il est pas, Même le produit, il aide pas, quoi. bah, le meilleur exemple des particules intrinsèques, à mon avis, c'est les gouttelettes de produit. Quand tu remplis du produit, il y a une certaine vitesse de remplissage qui fait que, selon comment c'est réglé, tu peux avoir des éclaboussures. Les éclaboussures, bah, ça fait des gouttelettes qui sont finalement des particules, enfin qui sont détectées en tout cas comme des particules, et pourtant, des gouttelettes de produit, c'est neutre. Ah, le produit ne contamine pas le produit. Sinon, on est mal. Voilà, c'est un peu, oui, Et, c'est un peu le bon sens, oui. et donc, du coup, on va avoir ces particules intrinsèques, produits ou mécanismes qui viennent du process ou des équipements. Mais ce qu'il faut absolument lutter, c'est les particules extrinsèques, donc l'homme, les germes, particules comme de peau, chevaux, etc. Et là, en fait, c'est le monitoring particulier qui va dire, avant, le plus rapidement possible, qui va dire, tiens, il y a peut-être une défaillance. Alors, c'est ça aussi qui est dur dans le monitoring particulier. C'est pas parce qu'il y a un pic, pas parce qu'on a dépassé la valeur limite qu'on est non conforme, mais un profil atypique peut dire qu'il se passe quelque chose dans la ligne. Alors, du coup, Ludo, j'ai des questions. Vas-y. J'ai des questions tous les deux, comme d'habitude, mais mes questions un peu naïves. Mais là, en gros, Ludo, tu nous dis que, en gros, les particules, c'est un peu les véhicules de tes bactéries, qui elles ne sont pas, enfin, je veux dire, c'est pas des piétons, quoi. Ils prennent plutôt la voiture. Et donc, du coup, ces particules sont vectrices de micro-organismes. Et tu parles de de choses de typiques ou pas en fonction des interventions que tu peux avoir dans ta zone. Pourquoi du coup on a les 5 microns et les 0,5 microns, et de mémoire, si je me rappelle bien, les 0,5 microns on en a un peu plus, elles inquiètent beaucoup moins les qualiticiens que les 5 microns. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi ça? En fait, t'as pas de germes sur un 0,5. Les germes ne se collent pas, tu les retrouves pas sur tes particules de 0,5. Tu vas les retrouver collées à partir de 4-5 microns. Donc ça tombe bien, c'est notre limite haute. Mais le 0,5, pourquoi est-ce qu'on doit l'avoir? Parce que le 0,5 va être beaucoup plus sensible aux défaillances. Donc tu es encore dans une étape en amont. Si tu commences à voir quelque chose sur du 0,5, d'atypique, à un moment, cette défaillance, tu l'auras aussi sur du 5 microns. Donc le 0,5 nous permet aussi de voir des défaillances plus rapidement que le 5 microns. Il y a un très bon article sur la vague, il y a quelques années, je pourrais le mettre dans le chat, qui explique aussi justement tout ça sur pourquoi est-ce qu'on a fait ça, pourquoi le 0,5 micron, pourquoi le 5 microns, etc. Mais voilà, le 0,5, c'est le témoin encore plus en amont d'éventuelles dérives de l'équipement. Oui, il y a Alexandra Montluçon qui dit effectivement le 0,5 micron, la particule elle est trop grosse. En fait, sinon c'est la bactérie de la voiture de la particule. En fait, à un moment donné, c'est l'inverse, quoi. Par un peu un abus de langage, on a tendance à dire on compte des particules de 0,5, on compte des particules de 5, mais en réalité, on travaille en cumulatif, et donc on mesure les particules supérieures à 0,5 et les particules supérieures à 5. Donc si tu as une particule encore une fois, de 0,7, elle va être comptée dans les 0,5. Mhm. Donc elle rentre dans le tuyau, elle est comptée, quoi, en fait. Tant qu'elle passe devant le compteur, même si elle fait, je dis n'importe quoi, à 15 microns, elle va passer dans les supérieurs à 0,5, à 5 microns et à 0,5 du coup. Dans les deux. D'ailleurs, des fois, on a des morceaux de verre qui partent dans le compteur. Qui se retrouvent dedans. Qui se coincent dedans, oui, et qui font des particules, oui, il y a absolument. Les 0,5, ce que disait Ludo, c'est un indicateur de l'imminence de problèmes plus graves, on va dire, mais elles ont aussi un autre avantage, c'est qu'elles se transportent beaucoup mieux. Les particules de 5 microns, un gros problème, c'est qu'elles sont lourdes, donc quand on prélève un échantillon d'air au point de mesure, ces particules, on a du mal à les amener jusqu'au compteur. Elles ont tendance à s'impacter avec la gravité, à s'arrêter en chemin, et on perd beaucoup de particules de 5 microns en chemin dû au tubing, dû au système de prélèvement. Les 0,5, elles ont l'avantage d'être beaucoup plus volatiles et donc d'arriver, on en perd beaucoup moins, d'arriver très bien au compteur. Donc c'est doublement intéressant de les avoir. C'est un indicateur de potentiels problèmes plus graves, et c'est un indicateur sans perte sur la ligne. En fait. Parce qu'en plus, l'avantage du coup des 0,5, c'est que tu vas voir beaucoup plus de choses
Parce que sur une ligne de remplissage, tu vas avoir quoi? Je sais pas, peut-être en moyenne 3, 4 cannes de prélèvement. Sur une ligne de remplissage, généralement, pour de remplissage aseptique, tu as un point de comptage au point de Prends point remplissage, de vraiment remplissage, au ouais. plus près du point de remplissage. Tu en as un donc en classe A, tu en as un en classe B, donc plus pour surveiller l'environnement de l'opérateur, donc de l'autre côté des guides flux ou des RAPS. Généralement, t'en as un au niveau du tunnel ou de la table d'accumulation, c'est-à-dire l'endroit où toutes les ampoules ou les flacons sont, sont agglomérés en attente d'être remplis. Ah oui, parce que là, si ça crache là-dedans, là, t'es mal. Là. Parce que alors Ben oui, là, t'as tous tes t'as tout flacons fait. qui sont achetés, quoi. Donc, du coup, ouais, les particules de 0,5 permettent de voir un peu plus ce qui se passe dans l'environnement parce qu'elles vont capter des particules dont la source, par rapport à ce que tu dis, va être plus loin. Que tu peux nous dire pour continuer un peu à appréhender le monde du monitoring particulier, comment ça marche le compteur? Effectivement, est-ce que tu as ces fameuses contraintes d'installation? Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, là on a un peu abordé tout ça, mais comment ça marche un compteur de particules? Et effectivement, comment on doit l'installer? Ou est-ce qu'il y a des contraintes techniques et pas faire n'importe quoi, comme bon nombre d'entre nous souffrent d'ailleurs. Alors, un compteur, alors déjà le système de comptage particulier, même au sens un peu plus large, on a avant toute chose le point de prélèvement. Donc ce point de prélèvement, il est matérialisé par ce qu'on appelle un cône isocinétique, que certains appellent une tulipe, euh, qui ressemble en fait à un entonnoir. Ce cône isocinétique est raccordé au compteur par l'intermédiaire d'un tube qu'on appelle tube Eveline, parce qu'il a des caractéristiques un peu particulières, on va y revenir. À partir de ce moment-là, donc derrière tout ça, on a un réseau de vide. Pour prélever, on aspire en fait, donc on a un gros aspirateur quelque part en local technique, ou quelquefois des petites pompes individuelles dans chaque compteur de monitoring. Attention, on parle de compteurs de monitoring, c'est un petit peu différent, c'est même assez différent des compteurs mobiles qui servent à faire des campagnes de mesure ou des qualifications de zone, qui sont des grosses bébêtes avec un afficheur LCD, Mhm. des batteries, etc. Là, compteur de monitoring, on cherche à ce qu'il soit le plus petit possible. Généralement, c'est moins gros qu'une boîte à chaussures, c'est même beaucoup moins gros qu'une boîte à chaussures. Je cherche une taille. Trouve une taille. Un compteur, ah bah ça fait quoi? Ça fait Une boîte à sucre, ça existe encore ça? ouais, c'est ça. Oui, Ouais, et encore une ouais. petite boîte à sucre, ouais, je pense. Ouais, ouais. Donc généralement, un compteur de particules de monitoring, c'est petit, il n'y a pas d'afficheur, il y a tout au plus un voyant, euh, et ça peut intégrer ou ne pas intégrer la source de vide pour prélever l'échantillon. Généralement, on essaie de ne pas l'intégrer pour ne pas rentrer d'éléments polluants dans la zone. Pourquoi ils sont petits? C'est aussi parce que comme ils vont être au plus près des points critiques pour éviter les longueurs de tube, plus ils sont petits, plus ils vont être faciles à caser. Oui, il faut pas Voilà. faut pas que ça perturbe le flux également, quoi. Mais oui, Le le but, c'est de... contrôle ne doit pas être la source de la non-conformité à Exactement, ouais. venir. Donc à faire, ouais. C'est la moindre des choses. Ouais. Donc voilà, donc on a, je disais, on a besoin de prendre un échantillon d'air. Donc pour ça, il faut une source de vide. Il faut qu'on aspire. Donc généralement, là, ce sont des pompes en locotechnique. Euh, on a un réseau de vide qui arrive jusqu'au compteur. Donc là, il n'y a aucune contrainte d'installation. Le tout, c'est qu'on ait on ait suffisamment de vide à l'endroit du compteur. Le compteur est branché dessus. Sur le compteur est branché ce tube. Et au bout de ce tube, on retrouve le cône isocinétique. Donc on comprend bien, enfin j'espère qu'on comprend bien, que en aspirant au travers du compteur, ben, on va aller prélever au niveau de la tulipe, du cône isocinétique, l'échantillon d'air, et on le force à traverser le compteur. Dans ce compteur-là, le compteur, c'est essentiellement de l'optique en réalité. Ouais. Donc, globalement, si je symbolise à l'extrême, on a un faisceau laser qui est calibré. En face, on a un détecteur de lumière. Et si on voit l'intégralité du faisceau laser, c'est qu'il n'y a pas de particules. Si la particule passe devant le faisceau laser et le masque complètement, c'est que cette particule, elle fait au moins la taille du faisceau laser. D'accord, ok. C'est comme ça que tu vas faire la différence entre les 0,5 et les 5. Vu que c'est un faisceau de lumière qui est coupé, il va y avoir à peu près les mêmes faux positifs que ce qu'on peut retrouver parfois aussi dans le mirage automatique de quelque chose qui vient passer devant, qui n'est pas forcément une particule, type du produit, le Quand capteur. on parle de particules au sens large, hein, donc c'est tout ce qui effectivement euh,
peut masquer le laser. Mais même un bout de verre, hein, il a beau être transparent, il va... parce que là, j'ai simplifié à l'extrême. En réalité, c'est basé sur la diffraction de la lumière. Tout ce qui est potentiellement passe devant le faisceau laser et le masque, partiellement ou totalement, est compté comme étant une particule. Et effectivement, à partir de ce moment-là, le compteur est sujet à encrassement. Si tu aspires dans des fibres... Attends, tu veux que je te tape sur le dos? Pardon, ouais, ouais, vas-y. Oui, donc je disais, si tu as du produit qui rentre dans le compteur de particules, pour peu qu'il soit un peu visqueux et qu'il s'accumule dans la partie optique, ton compteur, bah, il est à nettoyer, il ne va plus rien te donner. Si tu as un bout de verre qui est aspiré et qui reste coincé dans la partie optique, pareil. Si tu as des fibres, quelquefois des chamoisines ou des choses comme ça qui viennent, ou de la poussière qui vient s'accumuler, ça nuit complètement à ta mesure. Ouais. Voire même, tu peux avoir aussi de l'encrassement en amont de ton capteur, et ce qui peut relarguer des particules qui n'ont plus rien à voir entre le moment, l'occurrence de la particule et la détection. Ces relargables vont venir perturber à un moment où il se passe strictement rien dans la classe A. Ça peut être le cas si tu n'as pas bien installé les tuyaux, que Ouais. t'as pas, entre guillemets, Alors, il y a respecté l'installation, oui. les bonnes pratiques d'installation, on va dire, quoi. Il y a l'installation, puis aussi, c'est un instrument fragile, optique, donc c'est pour ça aussi qu'il est bouché Ouais. quand on fait des décomptas, des aérolisations, des nettoyages un peu poussés. C'est pour ça que pulvériser l'alcool sur le cône isocinétique, c'est pas très bon parce que déjà ça va déclencher des comptages, puis l'alcool risque de faire des auréoles sur la partie optique et qui après vont nuire considérablement au comptage. Mais bon, heu, par le monitoring, on a des moyens d'aller lire. On lit pas seulement les particules sur le compteur, on lit aussi l'état du compteur. Donc il arrive un moment où on est capable de donner l'information que le compteur est encrassé et qu'il n'est plus en état de donner un comptage fidèle. Alors moi, j'ai un petit tips. Quand on voit rien sur un compteur, C'est pas bon signe. pendant des jours entiers, il faut se méfier. C'est clair. Soit le compteur est super mal placé, soit il est bouché, soit il y a quelque chose. Ou ça peut être aussi un problème de communication, un problème électrique, etc. Moi, je l'ai connu une fois. On te dit, bon, t'appelles le mec qui est sur ligne, Georges, tu peux me mettre une petite... tu peux prendre une lingette et puis l'activer au-dessus du compteur, parce que là, j'ai un gros doute. J'ai l'impression qu'il se passe rien là-dedans et c'est pas normal, quoi. C'est ce qu'on appelle un clap test, hein, nous, après un changement de format au démarrage d'une ligne, Ouais, c'est ça. etc., Ouais. on conseille à nos clients d'ajouter dans la procédure de démarrage un clap test. Le mot est assez imagé, mais tu as raison, c'est agiter une chamoisine au-dessus et vérifier qu'on lit quelque chose. Mais ceci dit, un bon système de monitoring, K-ITRAS par exemple, est capable de détecter ce type d'anomalie, hein. Si le système est bien fait, il ne fait pas que lire les particules, le nombre de particules. On lit aussi l'intensité de la source lumineuse, donc l'intensité du laser. On lit une tension de contamination qui nous dit à quel point le signal est masqué. On a des indicateurs qu'on suit. Dans K-ITRAS, on peut très bien voir la pastille qui matérialise le comptage particulier qui passe en HS pour dire là, c'est comme les chasseurs, hein, c'est la différence entre un bon monitoring et un mauvais monitoring. Bah ouais, c'est ça, hein. Le Bon, bon un bon monitoring, il compte. monitoring, Bon, il est là, il compte, quoi. il compte. Voilà, c'est ça. Alors qu'un mauvais monitoring, lui, il compte. Il compte, quoi, ouais. Mais non, mais par contre, c'est vrai que ce qui est intéressant, comme tu dis, Ludo, si tu te retrouves avec une absence de données, pas parce qu'il y a zéro, mais il y avait vraiment pas de données pendant des mois et des mois pour faire une évaluation de qualité. Parce que autant on sait que le monitoring, c'est pas parce qu'il y a un pic que c'est forcément très grave. Mais si on se dit pendant 6 mois, on est à l'aveugle et on n'a aucune donnée particulière, dans ce sens-là, c'est pas facile non plus d'aller faire une évaluation d'impact en se disant bon, bah, vu que les gens ils ont respecté toutes leurs procédures, qu'ils ont, je pense, eu la bonne gestuelle, ça veut dire que tout va bien. Et, bah, clairement, hein, je sais que si sur un monitoring au poste de remplissage, par exemple, ou pendant la moitié d'un lot, on n'a pas de monitoring, je vois pas comment on libère le lot, hein, maintenant. En 2022, le lot il va à la poubelle, hein. Alors, très bonne question de Joker Gigi. Justement, qu'est-ce qu'on fait quand on observe un pic de particules supérieur à la spécification pendant la production? La question, elle est vachement complexe parce que c'est pas comme un test microbio, c'est pas comme un test physico-chimique, c'est pas comme un test sur une ligne de conditionnement, une détection, c'est pas bon ou pas bon. En gros, un pic, en soi, c'est pas grave d'avoir un pic. Le problème
par rapport au monitoring particulier, c'est la fréquence des pics et la typicité des pics. Pourquoi je dis ça ? Tu vas faire une opération classique, type par exemple chargement du bol de joint de piston, par exemple. Tu vas générer des particules. Tu vas même générer beaucoup de particules. Donc ton pic, en tant que tel, c'est pas un problème. Par contre, tu fais une autre opération qui, elle, ne génère pas de pic en tant que tel, et là, tu vois quelque chose, et ben là, tu vas te poser des questions. Là, tu vas te dire, il y a un truc qui ne va pas. Il n'y a pas vraiment une spec, parce qu'il y a des specs quand on fait les classifications. Les classifications, c'est pour une nouvelle ligne, une nouvelle zone, ou après un arrêt technique, où on fait la classification. Il y a des specs activité, des specs hors activité. Là, clairement, il y a des specs. Par contre, quand on fait le process, c'est plus, et c'est marqué comme ça, la tendance atypique. On va juger si c'est conforme ou pas par rapport à la tendance classique. Je fais une opération, il y a tel type de pic avec telle fréquence. Je la fais, ça n'a pas la même gueule que d'habitude. Pour moi, c'est le meilleur terme technique, c'est que ça n'a pas la même gueule que d'habitude. Et ben là, tu vas te poser des questions. Donc, ouais, où ça revient pas à la normale aussi rapidement que d'habitude, ou ce genre de choses, tu as des récurrences, des trucs comme tu as ça. un peu plus de pics. La fréquence des pics va être super importante. Tu le vois à un compteur où tu n'es pas censé le voir. Donc, et c'est super compliqué. Enfin, nous, en tant que pharmacien, avec Christophe... Tu parles de spec, il n'y a pas de spec universel. Ouais. Chacun a sa spec en fonction de l'emplacement du compteur de particules, en fonction du process. Typiquement, tu parlais de bols vibrants pour des bouchons. Ça va peut-être influer sur les specs que tu vas établir, alors que peut-être que sur du remplissage d'ampoules, où il n'y a pas de bouchon, pas de bol vibrant, les specs ne seront pas les mêmes. Ouais. Parce que tu n'auras pas potentiellement ces pics-là lors du réapprovisionnement du bol. Donc, les specs, d'ailleurs, il n'y a pas de specs. Non, c'est nous qui définissons les seuils d'action et les seuils d'alerte. C'est l'industriel qui les définit, les specs. Ça. En fonction et donc en fonction effectivement du process, de sa connaissance du process et de la criticité du nombre de particules dans ce process-là. Ouais, Joker, tu as raison, mais c'est surtout pour la classif que tu vas avoir retrouvé ces specs. Exactement. Oui. Moi, je vais quand même essayer de répondre un peu plus précisément à Joker aussi sur le fait qu'est-ce qu'on fait quand on observe des pics. En fait, en théorie, comme ce qu'on vient de dire, et tes specs ou alors ta quantité de pics ou ta fréquence, etc., sont à définir, et les conduites à tenir sont à définir aussi. C'est-à-dire que tu peux te dire en fonction de cette intervention qui va générer ces pics-là, si c'est justifié correctement par mon opérateur qui dit, bon ben voilà, j'ai juste chargé mon bol avec des joints de piston, des bouchons, et ça a généré un nuage de particules, s'il n'y a rien d'atypique, on va, entre guillemets, pas aller beaucoup plus loin. On veut juste avoir la justification pour être sûr de pouvoir rapprocher, quand on fait la libération notamment, l'intervention des pics de particules. Si on a quelque chose qui s'envoie un peu plus en l'air, comme disait Ludo, on a du 5 microns récurrent sur 3-4 contrôles de suite, on a du mal à revenir à la normale sur un compteur de particules au niveau du remplissage, là, il faudra définir une autre conduite à tenir et potentiellement, ça peut aller jusqu'à rejeter une partie du lot où on se dit, on attend, voilà, on devra de toute façon justifier pourquoi on a ces pics, mais on peut se dire, cette partie-là de prod qui est au niveau du remplissage, donc la plus critique avec les unités flacons ou seringues ouvertes, sans être encore bouchées, on va dire celles-là on les écarte parce qu'elles sont trop risquées par exemple, et on attend de revenir à un environnement, un empoussièrement classique on va dire, et on reprend la production. Donc tout ça c'est des conduites à tenir qui doivent être définies en fonction des cas et qui doivent être procédurées parce que c'est les opérateurs sur la bécane qui doivent gérer ça en temps réel, hein. C'est à eux de justifier, c'est eux qui voient les pics, qui voient les verrines qui tournent, les alarmes qui se passent, etc. Et souvent, d'ailleurs, ça nécessite des investigations. Quand tu as des comportements atypiques au niveau comptage particulière, Bien sûr. j'ai en tête un cas où on avait un roulement qui frottait sur un convoyeur. Dès que les boîtes avançaient sur des seringues pré-remplies, dès que les boîtes avançaient, le roulement qui frottait générait de la particule, il y avait un pic particulier. Ça ne peut pas se résoudre dans l'instant. Il a fallu chercher pourquoi, comprendre. Enfin, tu sais, tu peux avoir des trucs très bizarres.
Mhm. Tu entends des pics, tu ne comprends pas pourquoi. Après, tu finis par t'apercevoir que c'est quand le convoyeur se met en marche. Donc là, c'est qu'il y a un problème au niveau du convoyeur. Et puis là, tu sais, tu as, t'as des rouleaux avec 2 roulements par rouleau. Tu peux chercher. Euh, enfin, c'est pas forcément évident de trouver en cours de prod ce qui se passe réellement. Ouais. Quand Fred, je te propose de revenir sur nos contraintes d'installation parce que ça me tient à cœur qu'on en parle sur quelles sont, enfin, ouais, les contraintes d'installation des compteurs, la longueur des tuyaux, les coudes, les choses comme ça. Est-ce que ça doit se contrôler de temps en temps? Tout ce qui, pour faire le tour de notre partie technique sur les contraintes particules, si tu veux bien. Alors là, c'est très très clair. Euh, L'installation a un impact direct sur la qualité de la mesure. La partie qui critique de l'installation, c'est tout ce qui se passe entre le cône isocinétique et le compteur. Donc oui, c'est la partie critique, c'est vraiment la partie entre le cône isocinétique et le compteur. C'est la partie qui va acheminer l'échantillon d'air jusqu'au compteur. C'est là qu'il faut qu'on perde absolument pas de particules, ou moins possible en tout cas, on en perd toujours. Il faut qu'on fasse tout pour ne pas en perdre, de manière à ce que la mesure soit la plus fidèle possible. Donc, pour ne pas en perdre, il faut que la longueur de, de tube, la longueur pendant laquelle l'échantillon d'air va être acheminé, soit le plus court possible. La nouvelle annexe 1 dit clairement qu'il faut qu'on soit inférieur au mètre. Il faut qu'on Mhm. ait moins d'un mètre de tube. Alors, elle laisse une porte ouverte quand même en disant que si vraiment on ne peut pas faire autrement, qu'on le justifie, il y a moyen de moyenner. Mais parce qu'il peut arriver qu'on ne puisse pas mettre le compteur à moins de mètre du point de prélèvement. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est le plus court possible et on se cale sur un mètre comme étant un maximum. Il faut évidemment, enfin évidemment, il faut aussi que ce bout de tuyau qui amène les particules au compteur ait le moins de coudes possible. On comprend bien que si le tuyau fait des S, pour que les particules arrivent au bout, ça va être compliqué. Donc il faut On oublie les culs en tire-bouchon de cochon avec 53 rotations, tout ça, ça marche pas. dans l'annexe 1, il est spécifié que les coudes, les rayons de courbure de ces coudes-là doivent respecter les specs des fabricants. Généralement, c'est 10 fois, le rayon de courbure, c'est 10 fois le diamètre du tube Eveline. Les tubes Eveline font grosso modo 1 cm, hein, ils font Ah. 9, c'est des pouces, 9,5, un truc comme ça. Donc il faut pas de rayon de courbure de moins de 10 cm. Ça, c'est les règles de la nouvelle annexe 1 qui ont entériné les bonnes pratiques que l'on mettait en œuvre, du moins ces dernières années. Nous, on essaye en plus de ne pas faire de coude à 90, plutôt faire 2 coudes à 45 qu'un à 90. Le cône isocinétique, il doit être tourné vers le flux, donc Et généralement ouais. bien vertical. Le tube qui sert à cheminer doit être un tube particulier, qui est du tube dit Beveline. C'est ces tubes que vous voyez souvent qui sont noirs, gainés de blanc à l'intérieur. Ouais. C'est des tubes qui ont des propriétés antistatiques pour ne pas piéger les particules et qui ont un intérieur téflonné pour qu'elles glissent bien jusqu'au compteur. Nous, personnellement, dans nos installations, on essaye enfin, on n'essaye pas, on met le tube Eveline sur toute la longueur. On voit beaucoup d'installations faites par d'autres où la première partie est en inox et le tube Eveline vient se piquer au bout de l'inox. Ça nous paraît problématique parce que le tube en inox, jamais personne ne peut aller le nettoyer. Quand il est contaminé, c'est foutu. L'avantage d'avoir un tube Baveline sur toute la longueur, c'est que tu peux te permettre de le changer. Et nous, généralement, on le change de manière préventive chaque année. Comme ça, chaque année, on repart avec une installation propre et les particules qu'on pu s'accumuler ou les Ouais. cochonneries ou les de produits qu'on pu s'accumuler dans ce tube-là, ben, ils partent à la poubelle et C'est reset. on repart avec du propre. Il faut éviter évidemment tout raccord intermédiaire, le tube doit être en un seul morceau. Voilà, ça paraît à peu près. Déjà, si on fait ça, on est très bien. Malgré tout, euh, les autorités nous challengent souvent pour évaluer les pertes en ligne de manière à pouvoir les intégrer dans les specs propres au site et propres au point. Mhm. Et on s'aperçoit quand on évalue les pertes en ligne qu'on a assez couramment 5% de pertes, même
de très bonnes conditions, 5% de perte sur les particules supérieures à 0,5 et on a souvent 25% de perte sur le même point de prélèvement pour les particules supérieures à 5, ce qui prouve bien qu'on perd de toute façon beaucoup plus de particules de 5 en chemin que de particules de 0,5. Je trouve ça un peu con de dire que tu dois évaluer cette perte de charge, parce qu'au final, quand tu fais tes tendances, tu vas dans la même configuration qu'avec cette perte de 25%. Donc toi, c'est un peu contradictoire avec le fait de se dire, vous évaluez votre environnement avec votre performance et avec vos tendances, qui incluent Après, déjà cette perte. tu les évalues, après J'ai jamais vu, moi, ça. Enfin, je sais pas, Christophe, si ça te parle, toi, de tests de perte de charge, Ça Moi, me ça me parle parle pas. notamment on a plusieurs contrôle clients qui ont eu des périodique. remarques à Ouais. NSM parce qu'ils n'avaient pas évalué leurs pertes en ligne. Après, bon, tu as raison. Est-ce qu'on en tient compte derrière dans les specs si on considère que de toute façon les specs ont été définis, parce qu'il y a une différence aussi entre une installation que tu mets en service, une Ah oui, nouvelle ligne, oui, et tout une à fait. installation existante. Donc si tu as du vécu, que tes tendances, tu les as établies Bah par oui. rapport à du vécu, et que ce vécu intègre implicitement les pertes, effectivement, tu n'en as pas besoin. Sur une nouvelle installation que tu démarres, c'est plus problématique, Ah non, parce je que suis là, d'accord. Ouais, quand je dis ça, ma remarque, c'était par rapport à un site de prod et une ligne classique, quoi, pas sur un lancement, quoi. et l'autre aspect, Ludo, tu sais, c'est que on a été missionné sur des sites où on n'avait pas nous installé le monitoring, mais de par notre expertise, on nous a demandé de venir donner notre avis, évaluer les pertes en ligne. On a trouvé des points de comptage où on avait 75%, enfin autour de 75% de pertes sur les particules de 5 microns. Ouais, là, Ah, ça waouh. commence à faire beaucoup, là. Ouais. Là, tu peux te dire, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Ouais. Et effectivement, sur ce site que je citerai pas, la NSM avait dû remarquer que le tubing n'était pas. Oui, ça ne devait pas respecter les specs et les normes de base, hein, quand même, parce C'est que ça, ça veut le dire qu'il y a... maître, c'est pas bon. Tu sais comment ça se passe lors des inspections, hein. Dès qu'ils ont un fil, ils déroulent Bah la oui. pelote. Donc là, ils avaient dû identifier que le tubing n'était pas génial. Ils ont dû poser deux, trois questions en disant, mais bon, ce tubing-là, vous avez évalué combien vous perdiez dans ce tubing? Le site a répondu non, et ben, ils ont eu une remarque, ben, il faut l'évaluer maintenant. Ouais. Et Mais là, toi, en l'évaluant, donc ils nous ont appelés, on l'a évalué. Il y a des endroits où ça allait, il y a des endroits où on avait autour de 75% de pertes. Ben, Waouh. oui. Alors là, c'est déjà un Ouais. échantillon à la base. Si en plus t'en perds 75%, il reste plus grand chose Oui. c'est ça. voilà. Donc, là, évidemment, le client ne s'est pas senti de présenter ses résultats à la prochaine inspection en disant, mais ça y est, on les a évalués, et à 75%. C'est bon, Donc, 75%, salut, bisous. donc, il a fallu revoir un petit peu la façon dont était fait le tubing et refaire derrière une évaluation de perte en ligne. Et là, par contre, suite à ça, ils étaient tranquilles. La NSM peut revenir. Ben, regardez, oui, effectivement, on avait 75%, on a fait telle et telle modification. Maintenant, on est retombé à 30%. Bon, c'est toujours pas 25, mais Ouais, bon. ouais. Mais je pense que toi, si ça impacte la hauteur du pic, et c'est peut-être pas forcément le plus grave. Par contre, si ça impacte la fréquence des pics et que du coup, si tu as 75%, il y a des pics que tu vois pas, là, ça va être problématique. La problématique des pertes en ligne, c'est que ces particules qui n'arrivent pas au compteur, elles ne sont pas volatilisées dans l'espace-temps, hein, Ouais, elles elles restent quelque sortiront. part dans le tuyau, hein. Et il y a un moment, potentiellement, elles peuvent se décrocher. Mm. Et là, tu arrives à des aberrations complètes. C'est-à-dire que tu vas peut-être pas faire un vide de ligne à un moment où il y a des particules, parce que les particules, elles sont restées coincées en route. Et puis, sur un à-coup de la machine, un coup de bélier, un Ouais, le choc truc, ouais, quelconque, ça se décrasse et puis. Ouais. ça se décrase. Et là, tu comptes des particules. Ouais, je stoppe tout, je fais mon vide de ligne. Et en fait, tu arrives complètement à l'inverse, quoi. Le remplissage qui est contaminé est passé à l'as, et celui qui était bon, tu l'as mis à la poubelle, quoi. Ouais, Et là, tu c'est vois, ça peut. chaud. C'est effrayant ce que tu dis là.
les 5% et 25% de pertes que je cite, elles sont écrites nulle part, hein. Ne cherchez pas, vous ne les Ouais, trouverez pas. ouais. Ça, Mhm. c'est ce que nous, on constate globalement à force de faire des évaluations de pertes en ligne. On a fini par se dire, bon, ben, voilà ce qu'on, quand l'installation est bonne, voilà ce qu'on trouve de comme perte. Donc, on ne peut pas faire mieux. On va considérer que c'est ça notre critère, nous, d'acceptation. Mais ne cherchez pas, c'est écrit nulle part, hein. Alors si je voudrais juste préciser, comme on va juste se le dire comme ça, c'est un compteur, ça se contrôle tous les ans. Oui, tu en as parlé tout à l'heure, Fred, peut-être, mais en gros, ça s'étalonne en métrologie tous les ans, d'où le fait qu'il faille aussi en avoir des spares, parce qu'en général, quand on va les étalonner, ça veut dire qu'on sous-entendu, sauf si on fait ça pendant les arrêts techniques, si on est en train de faire de la prod, il faut qu'on ait d'autres compteurs à installer qui, eux, sont étalonnés depuis moins d'un an. La question de Nico Guému-France, c'est est-ce que les résultats donnés par les compteurs interviennent dans le plan de maintenance des filtres? Qu'est-ce que t'en dis, Fred? Non, Si ça sert à ça, ça va pas, hein. Ouais, pour moi, non, hein. Enfin, non, ouais. je dis non, je dis non. Si on a un comptage continu, enfin si on compte des particules de manière continue, récurrente, etc., il y a peut-être un moment, on va mettre en doute l'intégrité du filtre ou le montage du filtre sur son cadre, etc. Mais c'est pas de la maintenance, là, enfin c'est pas de la maintenance préventive, c'est de la maintenance curative. Ah oui, c'est déjà trop tard. Euh, Et on en fera sans doute un live aussi sur les filtres. J'y ai pensé il y a pas longtemps. Tous les types de filtres. Ça marche. Joker Gigi qui nous dit il vaut mieux que l'étalonnage revienne conforme. Je te le confirme. On a tous vécu des problèmes des déviations métrologie pour le compteur. Il n'est pas conforme. Et il faut faire l'évaluation depuis qu'on l'a utilisé, c'est-à-dire potentiellement depuis un an. Et là, vous vous amusez. Mais pareil, on va pas traiter ça aujourd'hui. Messieurs, je vous propose de faire une petite pause rapide.